Si vous avez peur des araignées, ne visitez jamais Mars. En mars 2025, le rover Perseverance de la NASA a découvert quelque chose qui ressemblait à un tas de minuscules œufs d'araignées sur la surface de la planète rouge. Ce « quelque chose » se compose de centaines de petites boules rondes collées ensemble. Allait-elle éclore? Des hordes de créatures à 8 pattes allaient-elles envahir la planète rouge? Peu probable. La chose trouvée par Perseverance était simplement posée sur une colline qui porte le nom de Witch Hazel, près du bord du cratère G0. À y regarder de plus près, il s'est avéré que c'était une roche de forme étrange, avec un peu de poussière rouge dessus. Hélas, ou heureusement, il ne s'agissait pas d'œufs d'araignées martiennes. Pourtant, cette formation se détachait vraiment dans le paysage. L'équipe de Perseverance a nommé cette étrangeté St. Paul's Bay. Les scientifiques l'ont qualifiée de roche flottante. Ce terme signifie qu'elle ne s'est pas formée à l'endroit où on l'a trouvée, mais que, d'une manière ou d'une autre, elle a été déplacée. Donc pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment d'indices pour déterminer son origine et comment elle a acquis cette mystérieuse texture. Mais ce n'est pas là le seul mystère. Qu'est-ce qui a pu déplacer cette roche de son emplacement d'origine? Une théorie prétend qu'elle aurait été créée par un impact de météorite. La puissante collision aurait projeté des roches dans les airs, et ces morceaux, une fois refroidis, auraient pris la forme de ces minuscules boules que nous voyons maintenant. Si cela s'avère exact, cette roche pourrait venir de très loin, et elle pourrait nous fournir de nouvelles informations sur la façon dont les grands impacts déplacent la matière sur la planète rouge. Mais la NASA pense que la roche serait simplement descendue de la colline Witch Hazel. Elle proviendrait de l'une des couches plus sombres en haut de la colline. Nous avons pu observer ces couches depuis l'espace. Maintenant, l'objectif est d'étudier de plus près la colline en question et de découvrir si ces couches sont faites du même matériau que la roche St. Paul's Bay. Si c'est bien le cas, cela pourrait signifier plusieurs choses. Il y a peut-être eu une activité volcanique dans cette région, ou alors, un gros météore a frappé. Il se pourrait également qu'il y ait eu de l'eau à cet endroit dans un passé lointain. Si cette théorie tient la route, il y a une chance que certaines de ces roches contiennent de minuscules fossiles de microbes. C'est pourquoi la NASA prévoit d'en rapporter un échantillon sur Terre dans les années 2030, grâce à la mission Mars Sample Return. Nous pourrons ainsi les étudier de près et peut-être, qui sait, enfin trouver des signes d'une ancienne vie martienne. Le plus amusant dans tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois que les scientifiques tombent sur des arachnides sur Mars. Un terrain a même été surnommé « araignée sur Mars » en raison de sa forme aranéiforme. À certains endroits, on peut voir de grandes fissures sombres qui s'écartent les unes des autres comme des pattes d'araignée. Certaines sont énormes, plus de 915 mètres de large. Vues d'en haut, ces fissures ressemblent à s'y tromper à une effrayante colonie d'araignées. Ces formes inquiétantes ont été repérées pour la première fois en 2003 par les orbiteurs de Mars et elles continuent d'apparaître sur les photos satellites depuis lors. Au début, personne n'avait la moindre idée de ce dont il pouvait s'agir. Mais maintenant, les scientifiques sont presque sûrs qu'elles se forment lorsque de la glace de dioxyde de carbone, oui, de la glace sèche, se transforme brusquement en gaz. Ce changement rapide provoque la projection de gaz à travers la glace et sculpte ces motifs étranges et craquelés. Une nouvelle fascinante, c'est que les scientifiques de la NASA ont réussi à recréer ces araignées martiennes dans un laboratoire, ici sur Terre. Ils ont construit une installation spéciale qui imite la surface de Mars et ont pu observer de petites araignées se former sous leurs yeux. L'équipe a travaillé 5 ans avant de pouvoir arriver à ce résultat. Et quand ils y sont enfin parvenus, ils étaient ravis. En 2021, des scientifiques ont réussi à expliquer comment ces marques aranéiformes apparaissent sur Mars. Ils ont utilisé ce que l'on appelle le modèle de Kiefer. L'idée de base, c'est qu'au printemps, la lumière du soleil brille à travers de gros morceaux transparents de dioxyde de carbone gelé, également appelé glace sèche. Cela réchauffe le sol martien en dessous, et la glace commence à se transformer directement en gaz. Le gaz s'accumule sous la glace, et lorsque la pression devient trop intense, crac! La glace se fissure, le gaz jaillit, entraînant avec lui du sable sombre et de la poussière, et laissant derrière lui ces motifs inquiétants une fois que la glace fond en été. L'équipe a testé cette théorie en utilisant une grande chambre spéciale, baptisée Dusty. Oui, c'est bien son nom.
Elle fait à peu près la taille d'un baril et on peut y recréer les conditions de froid glacial et de très basse pression que l'on trouve sur Mars, environ moins 185 degrés Celsius. Les chercheurs y ont également mis de la fausse terre martienne qu'ils ont recouverte de glace de CO2. Ensuite, ils ont placé une lampe sous le sol pour chauffer le tout, un peu comme le Soleil chauffe Mars. Et leur expérience a fonctionné, de petites fissures aranéiformes sont apparues, tout comme sur la planète rouge. L'étude a également révélé quelque chose de nouveau. L'équipe a découvert que la glace se formait aussi à l'intérieur du sol, et que cela provoquait des fissures dans le sol en même temps que dans la glace. Cela pourrait expliquer pourquoi les pattes des araignées ont cette forme en zigzag au lieu d'être droites, comme on pourrait s'y attendre. Maintenant, ils souhaitent continuer leurs expériences afin d'en savoir plus sur ces araignées martiennes. Pourquoi elles n'apparaissent que dans certaines régions, par exemple, et pourquoi on n'en voit pas apparaître de plus en plus au fil du temps. La planète rouge a l'air d'aimer nous jouer des tours. Par exemple, en avril 2023, le rover Curiosity de la NASA faisait une petite pause dans sa recherche de signes d'eau ancienne sur Mars et elle est tombée sur quelque chose de curieux, un guide de voyage. Plus tard, les scientifiques ont réalisé qu'il ne s'agissait évidemment pas d'un livre, mais simplement d'une pierre. Cependant, on dirait bien un petit bouquin relié, avec une page figée en plein mouvement. Ce livre-pierre est minuscule. Il ne mesure que 2,5 cm de large. Il ne contient donc probablement pas beaucoup d'informations sur Mars, mais il tient sans nul doute facilement dans une poche. Puis, en janvier 2023, l'Université de l'Arizona a partagé une autre image étrange. Une formation rocheuse qui ressemblait à la tête d'un gigantesque ours en peluche. On pouvait voir 2 yeux, un nez en bouton et une bouche souriante. C'est l'orbiteur de reconnaissance de Mars de la NASA qui l'a repéré alors qu'il survolait la planète rouge. Des scientifiques de l'université en question nous ont expliqué que le visage de cet ours en peluche était probablement juste une formation naturelle, comme une colline ou un monticule disloqué au centre d'un ancien cratère. Une autre découverte intéressante a eu lieu en février 2022. Le rover Curiosity a repéré quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme une petite fleur. On pouvait voir comme des petites branches de corail, mais il s'agissait en fait d'un dépôt minéral ayant pris une forme que l'on observe rarement. La plupart de ces types de dépôts se forment lorsque de l'eau ancienne se mélange avec des roches de surface. Rien de très nouveau donc pour les scientifiques. Mais ce minuscule dépôt était unique en raison de sa forme végétale. La découverte suivante est encore plus surprenante. Un jour, le rover Curiosity a pris une photo de ce qui ressemblait à une porte parfaite dans une falaise martienne. Naturellement, les gens ont commencé à se demander s'il s'agissait d'une sorte d'entrée secrète ou peut-être d'une base cachée pour les astronautes. Mais en réalité, c'était simplement une formation rocheuse vraiment impressionnante. Le vent et l'érosion avaient sculpté la roche au fil du temps, créant cette porte parfaitement symétrique. En 2018, un chercheur a remarqué des formes étranges, semblables à des bâtons, sur une image. Et il s'est dit qu'elles ressemblaient à des empreintes fossilisées d'animaux. Malheureusement, la NASA a rapidement rejeté cette idée. Ces traces se sont avérées n'être que des dépôts de sel dans des zones où l'eau s'était évaporée. Vous pouvez trouver quelque chose de similaire sur Terre, par exemple dans le lit des lacs asséchés. Ainsi, bien qu'il soit intéressant de trouver une nouvelle preuve que Mars possédait jadis des rivières et des lacs, ces traces ne sont pas une preuve de vie, juste une formation rocheuse originale. La découverte suivante est absolument incroyable. En 2004, le rover Opportunity de la NASA a trouvé des roches rondes, semblables à des myrtilles. Mais pas le type de myrtille que vous mangez avec vos céréales. Celles-ci sont faites de fer, et elles sont la preuve qu'il y avait autrefois beaucoup d'eau sur Mars. Au cours de milliards d'années, l'eau les a lissées, créant de petites sphères. Les scientifiques pensent qu'elles se sont formées à une époque où Mars était bien plus humide qu'aujourd'hui. Ces myrtilles, riches en fer, sont d'une grande importance, car elles nous montrent que Mars fut jadis bien différente que ce qu'elle est devenue. C'est officiel, il y a de la vie sur Mars. Ce n'est pas pour vous faire cliquer, je vais tout vous expliquer. La plupart des gens imaginent que les formes de vie extraterrestres ressemblent à de petites créatures vertes et intelligentes, de préférence. Mais nous devons distinguer entre la vie et l'intelligence.
Quand quelqu'un vous dit qu'il y a de la vie sur une autre planète, vous pensez probablement immédiatement à un être intelligent avec lequel vous pouvez converser. Mais la vie est quelque chose de différent. Elle est souvent associée à l'organique. Et le rover Curiosity de la NASA a trouvé les plus grosses molécules organiques jamais observées sur la planète rouge. Elles se cachaient dans des roches martiennes très anciennes, j'entends par là environ 3,7 milliards d'années. Ces molécules peuvent être des résidus de substances, par exemple des acides gras, qui permettent de construire les membranes cellulaires. Si ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, il demeure que les ingrédients de ce que nous appelons la vie sont bel et bien là. Alors voilà, le rover Curiosity de la NASA était en mission autour d'un immense cratère martien, le cratère Gale. Les scientifiques pensent que ce cratère était un lac il y a plusieurs milliards d'années. La mission principale du rover était de déterminer si Mars avait eu les conditions propices à la vie par le passé. Un jour, Curiosity a foré un morceau de mudstone ancien dans un endroit appelé Cumberland. Il a collecté de la poudre de roche, et les scientifiques ont réalisé un test spécial en utilisant un four sophistiqué intégré au rover. Ce four chauffe à haute température, environ 850 degrés C. Heureusement, les conditions de l'expérience ont permis aux chercheurs d'évaporer de l'oxygène moléculaire, ce qui a limité le risque de combustion. Et ils ont découvert quelque chose de surprenant. Des chaînes d'atomes de carbone, d'une longueur allant jusqu'à 12 atomes. On trouve des chaînes similaires sur Terre dans toutes choses, du pétrole brut, nous y voilà de nouveau, êtres vivants. Vous vous dites peut-être que, jusque-là, cette découverte n'a rien de très bouleversant. Mais attendez. Ces molécules peuvent se former naturellement par le biais de processus non vivants, comme des réactions avec l'eau, la chaleur et les minéraux. Hydrogène, monoxyde de carbone, chaleur, minéraux. C'est suffisant pour cuisiner ces molécules, même sans biologie. Mais ces molécules sont également des sous-produits ordinaires de la vie. Ici, sur Terre, nous produisons des composés similaires tout le temps, en particulier sous forme d'acide carboxylique, qui sont partout dans les organismes. Donc, même si ces chaînes pourraient s'être formées naturellement, il se peut également qu'elles soient les restes de quelque chose ayant été vivant. Peut-être une forme microbienne, peut-être quelque chose de bien plus complexe. Nous ne le savons pas encore. Mais le plus inhabituel et intrigant à propos de ces molécules, c'est que ces chaînes de carbone sont assez fragiles. Sur Terre, avec le temps, la lumière du soleil, l'air et l'eau finiraient par les décomposer. Mais sur Mars, elles semblent subsister. Et ce, après des milliards d'années. Donc même si ces molécules n'appartiennent pas à des dinosaures martiens, nous savons maintenant que la planète rouge est capable de préserver des substances organiques. Et c'est une immense découverte pour ceux qui cherchent des formes de vie anciennes. Il y a de bonnes chances que des traces chimiques de cette vie se cachent encore dans les roches. Et apparemment, Curiosity est capable de les détecter. Au fait, ce n'est pas la première fois que Curiosity a découvert des composés organiques. Le rover a également détecté des organiques chlorés, des substances contenant du soufre et des nitrates, essentiellement des éléments qui, si la vie avait un jour pris forme sur Mars, auraient fait partie de la recette. Et si nous parlions d'un autre héros envoyé sur Mars pour faire des découvertes incroyables? Voici Perseverance. C'est un robot de la taille d'une voiture que la NASA a envoyé loin de chez lui, sur la planète rouge inhospitalière et aride. Plus précisément, vers un ancien cratère appelé G0. Le Jet Propulsion Lab a créé Perseverance et l'a préparé pour son premier voyage spatial, qui a commencé le 30 juillet 2020. Pendant 7 mois sombres et solitaires, notre robot a voyagé à travers le cosmos. Heureusement, il a réussi à atterrir en toute sécurité sur Mars le 18 février 2021. La NASA a même donné un nom cool à son site d'atterrissage, l'Octavia E. Butler Landing, en hommage à la célèbre écrivaine de science-fiction. Depuis lors, Perseverance s'est activement engagé dans l'exploration de la planète rouge. Le 8 avril 2025, il était en service depuis 1469 jours martiens, que l'on appelle d'ailleurs des sols. Cela correspond à environ 1510 jours terrestres ou un peu plus de 4 ans. Ce rover ressemble beaucoup à son prédécesseur, Curiosity, mais il est équipé de quelques améliorations. Il est littéralement bourré de technologie. 7 instruments scientifiques, 19 caméras et même 2 microphones pour enregistrer les sons de Mars, comme le vent ou le crissement des roues du rover sur les pierres. Perseverance a amené avec lui un petit compagnon volant. Il s'agit d'un mini-hélicoptère nommé Ingenuity. Ingenuity est entré dans l'histoire
en réalisant le premier vol motorisé sur une autre planète le 19 avril 2021. Il était censé ne voler que quelques fois, mais il a continué et a effectué 72 vols au total. Malheureusement, le 18 janvier 2024, il a été endommagé lors d'un atterrissage difficile, et la NASA l'a officiellement retiré. Quant à Perseverance, il a de grands objectifs. Il cherche des signes d'une vie ancienne sur Mars, principalement dans les zones où il y avait jadis de l'eau. Dans sa quête, le rover tente de déterminer si la planète rouge possédait des environnements ayant pu être propices à la vie. Il cherche aussi des signes d'une ancienne vie microbienne, collecte des échantillons de roches et de sol pour les ramener un jour sur Terre, et teste de nouvelles technologies passionnantes, comme la production d'oxygène à partir de l'air martien, ce qui permettra de préparer de futures missions humaines. Après avoir atterri dans le cratère J0 en 2021, Perseverance s'est immédiatement mise au travail, commençant par sa première campagne intitulée Crater Floor. Il a conduit vers le sud depuis son site d'atterrissage et a exploré un endroit appelé Seita. Ensuite, il est retourné à Crater Floor Fractured Rough et y a collecté son premier échantillon de roche. Ce n'était que le début de son exploration de Mars. Lors de sa deuxième campagne, Fan Front, le rover s'est dirigé vers un ancien delta où une rivière se jetait autrefois dans le cratère. Perseverance a grimpé une vallée pour examiner des terrains plus élevés, à la recherche d'autres indices sur le passé de la planète rouge. Les troisième et quatrième campagnes, Upper Fan et Margin Unit, consistaient pour le rover à étudier des roches qui pourraient nous en dire plus sur le climat de la planète et sur la possibilité qu'elle ait pu abriter la vie. En décembre 2024, la NASA a commencé à planifier la cinquième campagne de Perseverance, Northern Rim. Au cours de celle-ci, il est censé étudier le bord du cratère, où se trouvent des roches souterraines ayant été projetées vers le haut lors d'un impact il y a des milliards d'années. Perseverance a déjà fait des découvertes impressionnantes. Elle a trouvé des roches volcaniques à la surface du cratère, et la preuve qu'elles ont un jour été en contact avec de l'eau. Cela a créé la surprise, car les scientifiques pensaient que les roches étaient principalement sédimentaires et non pas volcaniques. À un endroit baptisé Wildcat Ridge, le rover a même trouvé les signes d'un ancien lac où la vie aurait pu prospérer. Les roches que Perseverance a trouvées sont capables de préserver les signes potentiels d'une vie passée. C'est donc une découverte vraiment importante. Le rover a également découvert que certains des sédiments du delta avaient été déposés par des eaux calmes. Mais plus tard, des inondations massives auraient amené de gros rochers dans le cratère. Cela signifie que le climat de Mars a dû changer au fil du temps. En plus de cela, Perseverance a réalisé quelques expériences intéressantes. L'expérience MOXIE a réussi à produire environ 113 grammes d'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Cela pourrait être très utile pour de futures missions humaines. Le rover a également utilisé ses microphones pour étudier les sons sur Mars. Il s'est avéré que les sons se propagent plus lentement là-bas que sur Terre, et qu'en général, la planète était plus silencieuse. L'outil Pixel du rover a analysé des roches et a trouvé une quantité de minéraux comme de l'olivine, des argiles et des carbonates. Cette découverte a montré que l'eau a toujours joué un rôle majeur dans la formation de Mars. Le radar RIMFAX a également aidé l'équipe à constater que le sol du cratère était constitué de roches solides et de matière volcanique, et que le delta s'était formé dans un environnement calme, semblable à un lac. Dans l'ensemble, Perseverance nous offre une image beaucoup plus claire du passé de Mars. Il découvre des preuves d'activité volcanique, d'eau et d'environnement ayant pu être propices à la vie. Il aide également les scientifiques à recueillir des données cruciales pour de futures missions. En étudiant la géologie, l'atmosphère et le potentiel de vie de la planète, Perseverance prépare le terrain pour de futures explorations et peut-être, un jour, permettre aux humains de marcher sur notre voisine rouge. La terre rouge et aride tremble sous vos pieds. De larges crevasses s'ouvrent brusquement, menaçant de vous engloutir. Pourtant, à la différence de la Terre, ces secousses ne proviennent pas des entrailles de la planète. Elles sont provoquées par une menace venue de l'espace. Des scientifiques ont récemment fait une découverte saisissante au sujet des séismes martiens. En exploitant les données d'InSight de la NASA, ils ont établi que certains de ces tremblements étaient dus à des impacts de météorites. Cela signifie que Mars est frappé 2,5 fois plus souvent que ce que l'on croyait, et que de nouveaux cratères naissent constamment. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que ces impacts ne se contentent pas d'ébranler la surface. Ils propagent d'intenses ondes de choc jusque dans les profondeurs de la planète, révélant l'existence d'un réseau sismique insoupçonné et un intérieur instable, à 1000 lieues de ce que nous imaginions. Cela bouleverse notre compréhension de Mars.
La question cruciale désormais est, que reste-t-il à découvrir sous sa surface? Commençons néanmoins par suivre le raisonnement des chercheurs. Ils ont comparé les données sismiques issues du module InSight de la NASA avec les nouveaux cratères recensés par le Mars Reconnaissance Orbiter. C'est ainsi qu'ils ont constaté que certains impacts engendraient une autoroute sismique traversant le manteau, au lieu d'être amortis par la croûte. Bien que la mission ait été interrompue en 2022, les données recueillies demeurent d'une grande valeur. L'atterrisseur, qui avait déployé un sismomètre sur le sol martien, a enregistré plus de 1300 séismes, certains provoqués par la fracturation des roches internes sous l'effet de la chaleur et de la pression, d'autres, semble-t-il, par des météoroïdes percutant la surface martienne. En analysant la propagation des ondes sismiques à travers la croûte, le manteau et le noyau, les chercheurs poursuivent leur reconstitution de l'architecture interne de Mars. Par le passé, ils avaient déjà mis en relation les cratères d'impact avec les relevés sismiques. Ces nouvelles recherches constituent néanmoins la première fois qu'un impact récent a été formellement corrélé à des secousses enregistrées dans la région de Cerberus Fossae, une zone fortement active située à 1600 km de la sonde InSight. Ce cratère de 21 mètres de diamètre a été détecté bien au-delà de la distance que l'on estimait compatible avec l'intensité des ondes générées. Jusqu'ici, on pensait que la croûte martienne absorbait la majeure partie de l'énergie libérée par les impacts, limitant ainsi la portée des ondes sismiques. Mais l'examen de ce cratère a révélé que les vibrations, loin d'être amorties, ont suivi un trajet plus direct et plus profond à travers le manteau. Cette découverte inattendue suggère l'existence d'une autoroute sismique sur Mars, permettant aux secousses de se propager sur de bien plus grandes distances qu'on ne l'imaginait. L'équipe d'InSight doit désormais revoir ses modèles concernant la structure et la composition interne de la planète. Une meilleure compréhension de la manière dont les signaux sismiques générés par impact atteignent de telles profondeurs pourrait en découler. Le traitement manuel de ces données colossales aurait exigé des années, mais de nouveaux outils permettent aujourd'hui de réduire en quelques jours des dizaines de milliers d'images à une poignée seulement. Les chercheurs ont donc ciblé les cratères situés dans un rayon d'environ 3000 km autour de la position d'InSight. Leur objectif était de repérer ceux qui s'étaient formés durant l'activité du sismomètre. En comparant les clichés capturés avant et après par la Context Camera, ils ont identifié 123 cratères récents à croiser avec les données sismiques. Parmi eux, 49 correspondaient potentiellement à des secousses enregistrées. Et après analyse supplémentaire, c'est le cratère de 21 mètres situé dans Cerberus Fossae qui a été retenu comme la découverte majeure. Cette avancée pourrait permettre aux scientifiques de mieux distinguer les signaux liés à des séismes internes de ceux provoqués par des impacts de météoroïdes. Jusqu'à présent, Cerberus Fossae était considéré comme une source importante de vibrations sismiques de haute fréquence liées à des phénomènes internes. Mais les nouvelles données indiquent qu'une part de cette activité pourrait, en réalité, avoir pour origine des impacts venus de l'extérieur. Un autre mystère que les scientifiques tentent de percer depuis un demi-siècle est la raison pour laquelle Mars présente deux hémisphères aussi distincts. Les enregistrements des séismes martiens pourraient enfin leur avoir fourni une piste. Depuis les années 70, les scientifiques ont établi que Mars se divise en deux grandes zones distinctes. Les basses plaines septentrionales s'étendent sur près des 2/3 de l'hémisphère nord, tandis que les hautes terres méridionales occupent le reste. Ces dernières s'élèvent à près de 5 km au-dessus des plaines du nord, et leur croûte, cette enveloppe externe semblable à une carapace, s'y révèle plus épaisse. Cette étrange asymétrie géologique porte le nom de dichotomie martienne. Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cet écart. La première évoque un processus interne encore mal compris, qui aurait façonné cette dissymétrie. La seconde suppose qu'un gigantesque impact, sans doute provoqué par un corps céleste de la taille d'une lune, ou par une série de collisions plus modestes, aurait profondément remanié la surface martienne. Cependant, l'ancienneté du sol martien complique l'identification précise de l'événement en cause. Mais une étude récente, publiée le 27 décembre 2024, s'est appuyée sur les données sismiques recueillies par l'atterrisseur InSight, afin de déterminer si cette singularité trouvait son origine dans les profondeurs mêmes de la planète. Installée à proximité de la frontière séparant les basses plaines nordiques des hautes terres méridionales, InSight avait pour mission d'enregistrer les ondes issues des séismes martiens, lesquels traversent le manteau, cette couche rocheuse située sous la croûte. Les chercheurs ont ainsi comparé le comportement de ces ondes sous chacune des deux régions, dans l'espoir d'y déceler d'éventuelles différences structurelles. Leurs observations ont révélé que les ondes sismiques s'amortissaient ainsi bien plus rapidement en traversant les hautes terres du sud. Cela indique que le manteau situé sous cette région est notablement plus chaud que celui du nord.
Ce constat vient renforcer l'idée que des forces internes, et non un événement d'origine externe, seraient à l'origine de cette séparation géologique. L'équipe de recherche estime que cet écart thermique pourrait remonter à une ancienne activité tectonique qui, jadis, modela la planète avant de cesser en deux. Autrefois, Mars aurait en effet possédé un système de plaques tectoniques mobiles, comparable à celui de la Terre. En se déplaçant, ces plaques et le magma sous-jacent auraient pu engendrer la dichotomie martienne. Mais ce mouvement s'étant interrompu, il aurait laissé place à ce que les spécialistes appellent un couvercle stagnant, une couche épaisse et rigide recouvrant les entrailles en fusion de la planète. Si cette hypothèse se confirme, elle impliquerait que le manteau sous les hautes terres du Sud continue lentement à s'élever, tandis que celui des basses plaines septentrionales s'enfoncerait davantage vers le noyau. Ce mécanisme en cours pourrait rendre compte de l'épaisseur accrue de la croûte martienne dans l'hémisphère sud. Néanmoins, l'éventualité d'un impact cosmique majeur à l'origine de cette dichotomie ne peut être totalement écartée. Certaines recherches récentes soutiennent qu'une collision colossale demeure une explication plausible. Pour trancher définitivement, il faudra recueillir davantage de données sismiques martiennes et affiner les modèles de la formation primitive de la planète. Au fait, si l'envie vous prend de visiter Mars, vous pourriez bien tomber nez à nez avec le protagoniste de cette vidéo, l'atterrisseur InSight. Son lancement était prévu pour mars 2016, mais un dysfonctionnement de l'un de ses instruments a forcé la NASA à repousser la mission. Il s'agissait d'une fuite dans le système de vide du sismomètre. Le décollage a donc été reporté à mai 2018, le temps de résoudre le problème. Mais ce retard a entraîné une hausse des coûts, passant de 675 à 830 millions de dollars. Malgré ce départ tardif, InSight a réussi à se poser sur Mars le 26 novembre 2018. Avec le temps, une accumulation de poussière a recouvert ses panneaux solaires, compromettant leur capacité à capter l'énergie. Fonctionnant uniquement grâce à ses panneaux solaires et à des batteries, l'atterrisseur dépendait aussi de rafales de vent occasionnelles, les fameux événements de nettoyage, pour déloger la poussière. Hélas, la zone d'atterrissage s'est révélée trop calme pour que de telles bourrasques se produisent régulièrement. En février 2021, en plein hiver martien, une épaisse couche de poussière avait réduit la production des panneaux à seulement 27% de leur rendement habituel. Pour préserver l'alimentation électrique, la NASA a résolu de faire entrer InSight en mode hibernation, désactivant peu à peu ses instruments pour maintenir ses circuits à température. L'équipe espérait qu'une amélioration du climat permettrait au module de se recharger et de reprendre ses activités vers juillet 2021. En mai, les ingénieurs ont trouvé une astuce ingénieuse. Utiliser le bras robotique pour verser du sable sur les panneaux afin que le vent puisse chasser un peu de poussière. Mais au fil des mois, la production d'énergie est tombée à 1/10 de ce qu'elle était à son arrivée. En juillet 2022, la NASA a basculé InSight en mode économie d'énergie pour qu'il puisse continuer à détecter des secousses martiennes. L'atterrisseur a tenu jusqu'à décembre 2022, puis, le 20 décembre, l'agence spatiale a annoncé avoir perdu le contact avec l'appareil 5 jours plus tôt. La mission a officiellement pris fin le 21 décembre 2022. Comme la locomotive d'un célèbre conte, le rover Curiosity de la NASA a courageusement parcouru le cratère Gale, sur Mars, essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer il y a des milliards d'années pour que cette planète devienne un désert rouge. Et il semblerait qu'il soit finalement tombé sur quelque chose. Alors que la vie semble aujourd'hui impossible sur Mars, il se pourrait qu'il y ait eu, à une époque très lointaine, un monde plus proche de la Terre, avec une atmosphère épaisse, de l'eau et même de la vie. Et il semble que les choses n'aient changé que récemment. Des études montrent qu'il y a seulement 3 milliards d'années, l'hémisphère nord de Mars aurait abrité un océan stable. Sur Terre, l'air de l'Archéen battait son plein. Les volcans se déchaînaient, et la vie faisait ses premiers pas. Et elle faisait peut-être aussi ses premiers pas sur Mars. Il ne s'agissait pas d'un désert glacé comme l'Antarctique. On y trouvait bien une étendue d'eau semblable à nos océans. Ce climat proche de celui de la Terre a prolongé la période d'habitabilité de Mars d'environ 500 millions d'années, par rapport à ce que l'on pensait jusqu'à présent. En d'autres termes, pendant un demi-milliard d'années, Mars était exactement comme notre planète, avec des conditions idéales pour l'apparition de la vie. Mais il s'est passé quelque chose qui a changé les choses pour toujours. L'atmosphère s'est raréfiée. Mars a perdu ses océans et est devenu l'endroit froid et désolé que nous connaissons aujourd'hui. Le mystère est resté entier pendant un long moment. Mais voilà que Curiosity est tombé sur quelque chose d'intéressant dans le cratère Gale. Un vaste bassin à la surface de Mars où, il y a des milliards d'années, l'eau s'écoulait librement. Il y a trouvé des carbonates,
qui pourrait bien nous renseigner sur l'ancien climat de la planète rouge. Il s'agit de minéraux qui se forment lorsque le dioxyde de carbone, ou CO2, se dissout dans l'eau. Cela signifie que, pour les créer, vous avez besoin de deux choses, une atmosphère épaisse et de l'eau liquide. Sur Terre, le CO2 est très important parce qu'il aide à piéger la chaleur du Soleil dans notre atmosphère. Cela permet à notre planète de rester suffisamment chaude pour que la vie s'y développe. Les plantes consomment ce CO2 lors de la photosynthèse et créent l'oxygène dont les humains et les animaux ont besoin pour respirer. Sur Mars, la présence de CO2 nous indique qu'il y avait bien là un système climatique fonctionnel. Lorsque le CO2 commence à se dissoudre dans l'eau, il réagit avec certains minéraux du sol, comme le calcium ou le magnésium, et crée des carbonates. C'est un peu comme la formation des coquillages dans les océans, ici sur Terre. Mais là, ce sont des roches qui se forment. Et cette découverte est énorme. Ces carbonates sont en quelque sorte les fossiles de l'ancien climat de la planète. Ils contiennent des informations sur les conditions qui régnaient sur Mars il y a très longtemps. En les étudiant, les scientifiques peuvent en savoir plus sur le passé de la planète et remonter jusqu'à l'époque où il y avait de l'eau. Ils peuvent nous renseigner sur l'évolution de l'atmosphère martienne, nous montrer si l'atmosphère était chaude ou froide, s'il y avait beaucoup d'eau et ce qu'il est advenu de la planète en général. Heureusement, Curiosity peut étudier tout cela sur place. Il est équipé d'un instrument permettant l'analyse des échantillons et d'un spectromètre à laser accordable. Ils permettent aux scientifiques de mener l'enquête. Le premier est un mini-laboratoire sur roue. Il est capable de chauffer des échantillons de roches martiennes à des températures extrêmes. Ces deux fours peuvent chauffer jusqu'à près de 1000 degrés Celsius. Cette chaleur intense provoque la libération des gaz emprisonnés dans les roches, qui sont comme les anciennes empreintes digitales de l'atmosphère de Mars. Une fois ces gaz libérés, le spectromètre les analyse en détail, les réduisant à leurs plus infimes composantes. Ce que les scientifiques ont découvert a bouleversé nos hypothèses sur l'habitabilité de Mars. Il s'avère que non seulement il y a eu de l'eau sur cette planète, mais aussi que quelque chose a conduit à son assèchement et à son refroidissement progressif. En d'autres termes, l'eau de Mars n'a pas simplement disparu, elle s'est évaporée rapidement dans des conditions extrêmes. Que s'est-il donc passé ? Les astronomes ont avancé deux explications possibles. Selon la première, Mars aurait traversé des périodes tantôt humides, tantôt sèches. L'eau ne se maintenait pas très longtemps. Elle apparaissait par à-coups, avec des périodes où la planète s'asséchait, puis redevenait humide. La deuxième possibilité est plus intense. L'eau qui se trouvait là était incroyablement salée et froide. Au lieu d'être liquide, elle était donc principalement gelée. La planète aurait alors été beaucoup trop hostile pour la vie telle que nous la connaissons, avec des conditions trop extrêmes pour que quoi que ce soit puisse y survivre. Ces deux possibilités signifient malheureusement que Mars n'a jamais été un lieu agréable et plein de vie, comme certains l'espéraient. En tout cas, pas à la surface. Cela ne veut pas dire que la vie souterraine n'a pas pu exister. Cela reste une possibilité. Et pour en savoir plus, nous devons continuer à chercher des indices de la présence d'eau. En effet, après des années d'exploration, les scientifiques viennent de faire une découverte stupéfiante. Sous la surface rocheuse de la planète rouge se cache un réservoir d'eau liquide. De l'eau véritable, cette fois. Pas de la glace des calottes ou de la vapeur atmosphérique. Mais elle se trouve à des kilomètres sous la croûte martienne. Cette découverte provient des données recueillies par l'atterrisseur InSight de la NASA. Il a passé 4 ans à écouter les subtiles secousses de la planète. Oui, il y a des tremblements de terre sur Mars. Il a analysé plus de 1300 secousses. Grâce à lui, les scientifiques ont pu cartographier la façon dont les ondes sismiques se déplacent sur la planète. Et ils ont ainsi découvert des poches d'eau liquide enfouies entre 9,7 et 19,3 km sous la surface. Pas un lac unique, mais plusieurs bassins. Ces méthodes sont les mêmes que celles que l'on utilise sur Terre pour trouver de l'eau, du pétrole et du gaz. Ils ont ainsi pu reconstituer le système souterrain martien. En effet, une partie de l'eau de la planète s'est échappée dans l'espace lorsque Mars a perdu son épaisse atmosphère protectrice. Cependant, cette découverte nous apprend que toute l'eau n'a pas disparu, mais qu'elle s'est simplement enfoncée dans les profondeurs du sol, où elle se trouve encore aujourd'hui. Si près du but, mais encore hors de portée. C'est un grand pas en avant. L'eau est la molécule la plus importante lorsqu'il s'agit de façonner le destin d'une planète. De plus, même si nous avons dit que Mars ne grouillait pas de vie autrefois, cela n'enlève rien à la possibilité que certaines formes puissent bel et bien exister aujourd'hui. Si de l'eau liquide existe encore dans les profondeurs de la planète,
Des microbes pourraient-ils s'y cacher? La vie telle que nous la connaissons ne peut survivre sans eau liquide. L'idée de la vie sur Mars est donc devenue plus que jamais plausible. Mais il y a un hic. Si cette eau peut sembler être un jackpot pour les futurs projets de colonisation martienne, elle ne sera pas facile à atteindre. Dire que forer à 9,7 km de profondeur n'est pas une mince affaire est un euphémisme. Sachez qu'ici, sur Terre, le forage le plus profond que nous ayons réalisé est d'environ 12 km. C'était dans le cadre du projet Kola Super Deep Borehole. Et ce projet a poussé la technologie actuelle à ses limites. Chaleur intense, pression, panne d'équipement, tout y est passé. Sur Mars, ce serait encore plus fou. L'environnement y est beaucoup plus froid, l'atmosphère extrêmement ténue et l'infrastructure inexistante. Cela rendrait toute mission de forage extrêmement difficile. Pour atteindre les réservoirs d'eau enfouis si profondément, nous aurions besoin d'acheminer d'une manière ou d'une autre un équipement spécialisé. Cet équipement devrait être capable de supporter un froid extrême, une faible pression et une gravité différente. Et tout cela devrait bien sûr fonctionner à distance et, de préférence, ne pas se détériorer. Et l'opération nécessiterait des tonnes d'énergie. Eh oui, il est possible que nous ne puissions y parvenir qu'à l'avenir, lorsque nous aurons des systèmes automatisés ou des astronautes sur Mars. Ce n'est pas une tâche facile, même pour les milliardaires les plus ambitieux. Pour l'instant, ce que cachent ces réservoirs reste donc un mystère. Et ce n'est pas la seule énigme. Comme nous l'avons mentionné, Mars cache l'un de ses plus grands secrets sous son pôle sud gelé. Un autre vaste lac d'eau liquide enfoui profondément. Un radar l'a révélé en scannant la calotte glaciaire de cette région qui porte un nom à coucher dehors. Il est étrange que l'eau soit restée liquide à des températures aussi basses. C'est probablement dû à la chaleur géothermique qui règne sous la surface. Et il pourrait y avoir de la vie là aussi. Ils envisagent donc de sonder d'abord ce lac, une opération beaucoup plus facile. Le travail de Curiosity est incroyable, et il continue de nous aider à éplucher les couches de l'ancien climat martien, nous livrant de nouvelles pièces du puzzle que représente l'histoire de notre voisine. Cela pourrait nous aider à éviter des erreurs similaires à l'avenir. Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars, des cuillères, des nouilles, des portes, et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied, laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Good, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émergent de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vie extraterrestre, a bien été forcé d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de faits. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient ce que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de faits sur Terre.
On les appelle également pyramides ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elles pourraient nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement 4 jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse, là, d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne. Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient pas mal de choses à l'époque, comme ce morceau de feuille brillante repéré en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement, et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs, et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ses vents violents, qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre, et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Ogualo Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux? Le rover Curiosity a causé le plus grand émoi lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistant à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia Mensae est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Cydonia était-elle autrefois une zone côtière?
Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques, et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejeté comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, oui, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars? Parfois, notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion, appelée pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique qui nous laisse voir des motifs ou des formes familières, surtout des visages, là où il n'en existe aucun. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est confronté à quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne comprend pas immédiatement, il essaie de se rappeler des choses qui y ressemblent le plus. Il perçoit ainsi des motifs, des textures ou des sons étrangers comme quelque chose de significatif et de reconnaissable. C'est pourquoi une chaise avec des vêtements dessus peut ressembler à une figure d'épouvante pendant la nuit. Cela vous fait également voir des visages ou des formes dans les nuages, ou déceler des sons reconnaissables et même des mots dans un bruit incongru. C'est une preuve fascinante de la complexité de notre perception. Mais nous devrions également nous prémunir contre cela, et ne pas trop laisser courir notre imagination. Il te regarde fixement et tu le regardes en retour. Un œil géant qui semble t'attirer dans l'abîme. Tu le survoles à bord de ton vaisseau spatial. Mais aussi effrayé que tu puisses être, il te faut quand même faire ton travail. Tu diriges donc ton vaisseau vers la surface de la planète rouge. Et oui, c'est là que tu te trouves, à survoler Mars. Mais chaque chose en son temps. Tu prends un moment pour te rappeler tout ce que tu sais au sujet de la 4e planète la plus proche du Soleil. C'est la dernière des planètes intérieures. Ce sont ces planètes qui se trouvent dans le périmètre de la ceinture d'astéroïdes. On les appelle aussi des planètes telluriques, car elles sont composées de roches et de métaux. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Elle contient 95% de dioxyde de carbone et à peine 1% d'oxygène. En d'autres termes, n'envisage même pas de retirer ton casque. De toute façon, il n'y a pas de temps à perdre. Tu atterris à la surface de la planète et tu te retrouves au beau milieu d'un monde rouge brunâtre. Heureusement que tu portes une combinaison spatiale. L'endroit est glacial. Le thermomètre cousu dans la manche de ta combinaison indique moins 62 degrés Celsius. Il est temps de faire ton premier pas sur la surface martienne. La planète a l'air assez colorée, et la teinte d'une zone spécifique dépend des minéraux qui composent son terrain. Le sol sous tes pieds est couvert d'une fine poussière. Elle ressemble à de la rouille. La même poussière orangée se trouve en suspension dans l'air. Heureusement que tu as ta propre réserve d'oxygène et que tu n'as pas besoin de respirer l'air martien. Cette couche de poussière qui recouvre la surface de Mars peut avoir une épaisseur de 2 à 12 mètres. Tu croises les doigts en espérant ne pas être avalé par les sables mouvants martiens. Tu commences à marcher et tu te sens très léger. Mars ne représente que 15% du volume de notre planète et à peine 11% de la masse terrestre. Cela signifie que la gravité est beaucoup plus faible ici. Cette attraction ne représente que 38% de celle qui règne à la surface de la Terre. Tu fais de petits sauts, puis tu essayes de courir sur plusieurs centaines de mètres. Tu n'as même pas transpiré une goutte. Ce qui rend l'exploration à pied plus difficile, c'est que la surface de la planète est très accidentée, couverte de cratères et de volcans, d'anciens lits de lacs asséchés et de canyons. Tu vois quelque chose d'énorme qui se dresse à l'horizon. Mais tu essayes de réprimer ta curiosité. Tu auras suffisamment de temps pour découvrir de quoi il s'agit plus tard. Soudain, un nuage massif apparaît au loin. On dirait qu'un énorme troupeau s'approche de toi au galop.
En réalité, tu ferais mieux de remonter à bord de ton vaisseau et de t'envoler aussi vite que possible. C'est l'une des fameuses tempêtes de poussière martienne. Elles se produisent principalement pendant l'été dans l'hémisphère sud de la planète rouge. Et elles peuvent parfois recouvrir la planète entière. On peut même apercevoir les plus grandes d'entre elles depuis la Terre. Tu sautes dans ton vaisseau et tu mets le cap sur l'œil qui t'avait tant effrayé. Des canaux sinueux, qui ressemblent à des veines, traversent ce globe oculaire. Mais plus tu t'approches, moins cela ressemble vraiment à un œil. Bientôt, tu réalises que c'est un cratère. Il est gigantesque, près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui semble même avoir une pupille, se trouvent d'autres cratères encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer les multiples assauts de roches venues de l'espace. Mais pourquoi ce cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau martienne se trouvait dans l'énorme fosse. Et tu te souviens de ces canaux? Ce sont eux qui transportaient probablement cette eau. Comme le cratère était rempli d'eau, cela a empêché certaines substances et certains minéraux de s'éroder. Maintenant, tu te souviens de cette chose imposante à l'horizon? Il est temps d'aller l'explorer. Quand tu t'en approches, tu réalises qu'il s'agit du plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il fait plus de 595 km de diamètre, ce qui est presque la même taille que l'État d'Arizona. Tu inclines la tête. Waouh, la montagne fait 25 km d'altitude. Elle est aussi entourée de falaises de 6 km de haut. Faisons quelques comparaisons pour mieux visualiser la taille de ce volcan. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, qui s'élève à environ 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'étend sur 120 km. Cela semble impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait avaler toute la chaîne des îles hawaïennes, de Kauai à Hawaï. Mais pourquoi ce volcan est-il si grand? Cela pourrait être le résultat d'une gravité plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait venir de la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Elle est statique. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds regorgeant de lave, de nouveaux volcans se forment et ceux qui existaient déjà s'éteignent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreuses débouchées. Mais sur Mars, la croûte n'est pas scindée en plaques similaires à celles de la Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un seul très grand volcan. Alors, pourquoi ne pas regarder cette énorme montagne de plus près? Mais à peine es-tu descendu de ton vaisseau que le sol martien sous tes pieds se met à trembler. C'est un tremblement de Mars. Mais comment cela peut-il se produire si Mars n'a pas de plaques tectoniques actives en mouvement? Les spécialistes de la NASA sont convaincus que ces tremblements se produisent lorsque l'énergie à l'intérieur de la planète est soudainement libérée. Cela entraîne des fractures de la roche et des fissures dans la croûte de la planète. Une autre secousse puissante et l'une de ces crevasses s'ouvre juste à côté de toi. Tu tombes au sol, trop terrifié pour bouger. Mais bientôt, tout se calme. Tu attends quelques minutes, juste pour être sûr, et tu te lèves. Oh, regarde! Voici une occasion parfaite d'explorer les entrailles de la planète rouge. La fissure est suffisamment grande pour y envoyer un robot de recherche. La croûte de la planète est fine et se compose de roches basaltiques. L'épais manteau qui entoure le noyau de la planète est composé de silicate, d'oxygène et de quelques autres minéraux. Tu pourrais le comparer à une sorte de dentifrice fait de roches. Le manteau martien est aussi moins imposant que celui de la Terre. Son épaisseur n'est que de 1300 à 1800 km. Quant au noyau de la planète, il est composé principalement de fer, de nickel et de soufre et mesure entre 1400 et 1900 km de large. Ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars ne dispose pas d'un champ magnétique. Malheureusement, ton drone est maintenant perdu dans les profondeurs de la planète rouge. Tu le laisses là et continues ton exploration. Ta prochaine destination est Valles Marineris. Ce nom évoquerait presque une sauce tomate à l'italienne, mais c'est en réalité un immense canyon, ou plutôt un système de canyons, qui longe l'équateur de Mars. Il est tout aussi impressionnant qu'Olympus Mons, plus de 4200 km de long et plus de 6 km de profondeur. Il est tellement vaste qu'il pourrait s'étendre sur l'ensemble des États-Unis, du Pacifique à l'océan Atlantique. Faisons une autre comparaison. L'un des canyons les plus célèbres de la Terre est le Grand Canyon en Arizona. Mais il est 10 fois moins long et environ 4 fois moins profond que le canyon de Mars. Certains scientifiques pensent que Valles Marineris est le bord d'une énorme plaque tectonique.
Elle se déplace si lentement que presque rien ne s'est produit dans cette région depuis des millions d'années. Et le mouvement de cette plaque a probablement commencé il y a 3,5 milliards d'années. Bref, la seule chose qu'il reste sur ta liste de choses à faire aujourd'hui est de visiter les lunes de Mars. Elles sont parmi les plus petites du système solaire. Phobos est la plus grande des deux. Elle orbite à seulement 6000 km au-dessus de la surface martienne. Il n'y a aucune autre lune connue qui se déplace plus près de sa planète mère. Elle orbite autour de la planète rouge 3 fois par jour, alors que la seconde lune, Deimos, a besoin de 30 heures pour effectuer son orbite. Phobos se rapproche de plus en plus de Mars, environ 2 mètres tous les 100 ans. D'ici 50 millions d'années, elle s'écrasera sur la planète ou se brisera pour former un anneau autour d'elle. Heureux mais épuisé, tu retournes à ton vaisseau spatial. Demain, tu continueras à explorer la magnifique planète rouge. Et qui sait quelles nouvelles trouvailles t'attendent? Tu prends une fusée pour aller sur la Lune. Elle atterrit. Tu mets ton uniforme de travail. Et tu vas faire ton boulot dans une usine locale qui extrait l'eau du sous-sol de la Lune. Il y a aussi des usines de carburant. Des dizaines de personnes dans des rovers lunaires parcourent l'étendue du satellite naturel de la Terre. À la fin de ton service, tu montes à nouveau dans la fusée. Elle te ramène chez toi comme un bus normal. C'est exactement ce que la NASA envisage de faire. Et la première étape de ce projet est la mission Prime 1. Prime est l'acronyme de Polar Resources Ice Mining Experiment. La mission commence en 2022. Allons la découvrir de plus près étape par étape. Une fusée de propulsion et un deuxième étage sont montés sur la rampe de lancement. Feu! Les moteurs de la fusée commencent à brûler du carburant et nous montons. Bientôt, la fusée atteint une vitesse d'environ 38 600 km/h. À cette vitesse, tu pourrais parcourir la distance entre New York et Londres en seulement 8 minutes. Une fois que le propulseur a épuisé tout son carburant, il se détache et se pose en douceur sur la Terre. Le deuxième étage avec la capsule spatiale allume ses moteurs quelques secondes après le retrait du premier étage. La fusée continue donc à monter. Une fois qu'elle a atteint son orbite, la capsule spatiale s'ouvre. Elle libère le module d'atterrissage lunaire Nova C. C'est un vaisseau spatial cylindrique aussi long qu'une berline et légèrement plus large que la taille d'une personne moyenne. Le moteur démarre et commence alors le voyage. D'abord, le module effectue un cercle autour de la Terre. Il s'agit d'une manœuvre gravitationnelle qui lui permet de prendre de la vitesse sans gaspiller trop de carburant. Comme l'atterrisseur lunaire est toujours en orbite, la gravité de la Terre l'affecte. Le vaisseau spatial semble tomber, mais pas vers la surface de notre planète, le long de sa trajectoire orbitale. Après un tour de la Terre, l'atterrisseur ajuste sa trajectoire et se dirige vers la Lune. La distance qu'il doit couvrir est de 384 000 km. Cela équivaut à 9 tours et demi de la Terre, ou 93 tours des États-Unis d'une côte à l'autre. Les vaisseaux spatiaux modernes peuvent couvrir cette distance en 9 heures seulement. C'est un peu plus qu'un voyage en avion de New York à Los Angeles. Dans le même temps, il a fallu environ 72 heures aux premiers astronautes pour se rendre sur la Lune. Très vite, Nova C est proche de sa destination. Il fait un nouveau tour autour de la Lune pendant sa descente. Les scientifiques ont déjà choisi l'endroit parfait pour son atterrissage. Il y a plusieurs exigences. Tout d'abord, il doit y avoir des signes indiquant qu'il pourrait y avoir de la glace sous la surface à cet endroit. Deuxièmement, le module lunaire doit être capable de maintenir une communication radio avec la Terre. Et cela est impossible si l'atterrisseur se trouve sur la face cachée de la Lune. Lorsque les premiers astronautes ont volé autour du satellite naturel de la Terre, le contact avec eux a été perdu pendant quelques minutes. La connexion n'a repris que lorsque leur vaisseau spatial est sorti de la zone d'ombre de la Lune. La dernière exigence pour la zone d'atterrissage est la lumière du soleil. L'atterrisseur est équipé de panneaux solaires pour alimenter son équipement scientifique, ses ordinateurs de bord et ses modules de communication. Il a donc besoin de la lumière directe du soleil. L'atterrisseur se rapproche de la surface de la Lune. Le vaisseau spatial ralentit en s'approchant du site d'atterrissage. Maintenant, il est presque en vol stationnaire dans l'air. Encore quelques secondes et... posé. Le vaisseau spatial fait un atterrissage en douceur. Il est temps de percer la surface. Pour cela, le module possède un dispositif appelé Regolith and iDrill for Exploring New Terrain. Pour faire simple, c'est une grande foreuse d'1 mètre de long. C'est presque aussi long que la jambe d'une personne adulte. Une fois le bon endroit choisi, l'appareil est déposé sur le sol lunaire. Le forage va se faire en plusieurs étapes. L'atterrisseur devra soulever la foreuse à plusieurs reprises pour faire sortir la terre du trou de forage. Sinon, il risque d'endommager la mèche du forêt. Ensuite, l'atterrisseur devra analyser la composition du sol. Pour ce faire, il transporte un spectromètre de masse qui observe les opérations lunaires, appelé M-SOLO.
Son travail repose sur un principe simple. Il ionise ou charge les particules du sol pour les faire bouger. Il crée ensuite un champ magnétique puissant qui affecte les particules chargées et leur fait changer de trajectoire. Les substances, leurs molécules et leurs atomes se déplacent différemment dans le champ magnétique. Ainsi, en analysant les changements dans leur trajectoire, nous pouvons identifier la masse et la charge de chaque particule. Il ne nous reste plus qu'à consulter le tableau périodique de Mendeleïev et voir quels atomes nous pouvons trouver dans les échantillons. Les scientifiques espèrent trouver de l'H2O, c'est-à-dire de l'eau. Le pôle sud de la Lune est un endroit idéal pour garder la glace à portée de notre foreuse. L'équateur serait un endroit idéal pour maintenir le contact radio et alimenter les panneaux solaires de l'atterrisseur. Mais cette zone sera probablement trop chaude pour contenir de la glace. Le module d'atterrissage transportera également un hopper lunaire. Cet engin sera utilisé pour explorer la surface de la Lune. Il portera une charge d'environ 0,9 kg. Les scientifiques testeront également la technologie de communication 4G. Le module doit avoir des modules spéciaux pour cela. Si le test est concluant, les gens pourraient être en mesure d'utiliser la couverture cellulaire pour communiquer sur la Lune, comme nous le faisons sur Terre. Mais le principal objectif de la mission est de prouver que les ressources trouvées sur la Lune peuvent être utilisées à l'avenir. Dès 2023, la NASA prévoit d'envoyer sur la Lune un rover autonome appelé Viper, Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Il se posera au pôle sud de la Lune pour les mêmes raisons, la connexion avec la Terre et la lumière du Soleil. Le rover lui-même aura la taille d'une voiture de golf. Il transportera une foreuse et un analyseur de sol. Les scientifiques ont déjà tracé un itinéraire pour le véhicule. Il est d'environ 16 à 24 km de long. Il faudra 100 jours à Viper pour parcourir cet itinéraire. Il va forer le sol à la recherche de glace lunaire et marquer ses découvertes sur la carte. Il sera nécessaire de préparer l'arrivée des astronautes sur la Lune. Elle contribuera également à leur fournir des ressources précieuses comme l'eau. Plus tard dans les années 20, la NASA lancera la mission Artemis. À cette fin, les scientifiques construisent le vaisseau spatial Orion depuis des décennies. Il peut transporter 6 astronautes. Le véhicule de lancement qui emmènera Orion en orbite s'appelle le Space Launch System. Lorsqu'il sera prêt, ce sera la fusée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Le premier vol se fera sans équipage. Il est prévu pour 2022. Comme le module d'atterrissage lunaire, le vaisseau spatial montera en orbite, fera un tour de notre planète et se rendra sur la Lune. Une fois qu'il aura atteint le satellite, il restera en orbite pendant 6 jours, puis reviendra sur Terre. Au total, il passera 25 jours dans l'espace. La deuxième mission est prévue pour septembre 2023. Cette fois, nous enverrons 4 astronautes sur la Lune. Ils voleront autour du satellite naturel de la Terre et reviendront sans se poser sur la surface lunaire. Il s'agira de la première mission avec équipage sur la Lune depuis 1972. La troisième mission, Artemis 3, est prévue pour le 55e anniversaire du premier alunissage, en 2024. 4 astronautes se rendront sur l'orbite de la Lune. Une fois sur place, 2 d'entre eux se déplaceront vers le vaisseau HLS. Il s'agit d'un nouvel alunisseur conçu par SpaceX. Ils effectueront ensuite un atterrissage en douceur sur la surface de la Lune. Les astronautes y passeront plusieurs jours. Puis le vaisseau retournera en orbite, s'amarrera à Orion et reviendra sur Terre. Il est également prévu de construire une station spatiale dans l'orbite lunaire, la Lunar Orbital Platform Gateway, portail en orbite lunaire. Elle sera presque comme la Station spatiale internationale. Elle sera assemblée à partir de nombreux modules, tout comme l'ISS. Il y aura un élément de puissance et de propulsion. Ce sera le premier module équipé de moteurs pour la manœuvre et la propulsion. Il y aura également des panneaux solaires qui alimenteront la station. Un autre module servira à plusieurs fins, notamment la communication et le ravitaillement. Ensuite, il y aura plusieurs modules de vie. Ils pourront accueillir plusieurs astronautes pour une période allant jusqu'à 90 jours. C'est là qu'ils mangeront, dormiront, s'entraîneront et mèneront des expériences scientifiques. La station sera équipée d'un bras robotique. Il aidera les vaisseaux spatiaux à s'amarrer à la station, ainsi qu'à installer des équipements scientifiques supplémentaires à l'extérieur de la station. Il y aura un module de SAS. Les vaisseaux spatiaux entrants pourront s'amarrer à la station. Ce sera comme un parking pour déposer et récupérer des passagers. Les astronautes pourront également l'utiliser comme une porte vers l'espace. Il y aura un véhicule de renvoi d'échantillons, un petit vaisseau spatial qui livrera des échantillons du sol lunaire à la station. Il sera entièrement robotisé. La passerelle sera beaucoup plus petite que l'ISS. À titre de comparaison, la station géostationnaire comprend actuellement 11 modules et son coût total est d'environ 150 milliards de dollars.
À l'avenir, nous utiliserons cette station comme rampe de lancement pour envoyer des vaisseaux spatiaux vers d'autres planètes, comme Mars, ou dans l'espace lointain. Les fusées lancées depuis l'ISS auront besoin de beaucoup moins de carburant, car elles n'auront pas à lutter contre la gravité terrestre. Mais les astronautes de la passerelle seront plus en danger que ceux de l'ISS, à cause des radiations. Le champ magnétique de la Terre agit comme un bouclier qui disperse les rayons nocifs du Soleil. Et les astronautes qui séjournent là-bas ne reçoivent pas beaucoup plus de radiation que les passagers d'un avion commercial sur Terre. La Lune est trop éloignée du champ magnétique de notre planète. Tous les modules de la station Gateway, eux, devront donc être davantage protégés du rayonnement solaire.